Euh, donc, la première session, c'était une session sur la rétropropagation du gradient. Maintenant, ça va être une session sur l'optimisation. Donc, avant de commencer, donc moi, je suis Nicolas Leroux. Je travaille dans l'équipe Google Brain de Montréal et je fais principalement de la recherche en optimisation. Et il y a à peu près 10 ans, je faisais mon doctorat avec Yoshua Bengio. Où justement on travaillait sur les réseaux de neurones avant qu'ils deviennent aussi populaires qu'ils le sont maintenant. Donc une première remarque, j'ai vu que pendant la présentation de Yoshua, il y avait beaucoup de questions qui effectivement étaient reliées à ma présentation. Et ça rejoint un point de Yoshua qui disait la backpropagation, les gens confondent la backpropagation avec la descente de gradient. Donc effectivement, c'est vraiment deux concepts assez différents. La rétropropagation, c'est comment est-ce qu'on calcule le gradient. Et même si mathématiquement, ça a pu faire un peu peur, c'est des concepts qui sont complètement maîtrisés maintenant. On sait exactement calculer un gradient. La question ensuite de l'optimisation, c'est une fois qu'on a ce gradient, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc ça, mathématiquement, c'est généralement plus simple. En revanche, ce sont quand même des choses qu'on maîtrise beaucoup moins. Qu'est-ce qui fait qu'une optimisation marche bien? Qu'est-ce qui fait qu'une optimisation marche mal? Donc c'est voilà un peu ce qu'on va voir dans l'heure qui suit. Voilà, donc j'ai noté quelques questions qui avaient été posées à la présentation d'avant. On va y répondre. La première, c'était quelle est la différence, pourquoi est-ce qu'on choisit un bon θ plutôt que le θ optimal? Il y a eu la percée en 2006. Qu'est-ce qui a changé en 2006 alors qu'on savait déjà calculer un gradient avant? Voilà, donc on y revient. C'est pas parce qu'on sait calculer un gradient qu'on sait nécessairement comment l'utiliser proprement. Et ensuite, il y avait une question aussi sur dérivées premières, dérivées secondes, puis quelques autres. N'hésitez pas à me poser des questions. L'idée, c'est on va introduire un certain nombre de concepts, peut-être beaucoup pour un matin, surtout après une session comme celle qu'il y a eu avec Yoshua. Mais donc on peut prendre des pauses à des moments, discuter un peu de ces concepts-là pour être sûr que vous ayez bien compris. Et de toute façon, après, vous avez le support de cours pour revoir ça. Donc, optimisation pour les réseaux profonds. Même s'il y a pour les réseaux profonds dans le titre, il se trouve que la majorité du cours, ça va être de l'optimisation en général. On va voir que les réseaux profonds ont quelques particularités, mais que la plupart des choses que je vais raconter sont tout à fait adaptables à autre chose que des réseaux profonds. On va commencer par un problème d'optimisation simple. Ça va permettre de voir un peu de quoi on parle, d'avoir aussi comment on utilise le gradient de manière simple, de commencer à montrer quelques petits dessins. Ensuite, on va voir quelles sont les difficultés qui se posent et pourquoi l'optimisation qu'on fait en pratique n'est pas de l'optimisation simple. Et ensuite, on va essayer je vais proposer quelques pistes pour réussir à faire de l'optimisation dans les réseaux profonds et lorsque l'optimisation est plus compliquée. Donc, je reprends principalement, c'était l'une des premières slides de Yoshua. Que veut dire l'optimisation? On va parler, quand on parle d'un modèle de machine learning, souvent un modèle c'est une fonction paramétrique, c'est-à-dire une fonction qui va prendre en entrée des exemples et qui va mettre en sortie quelque chose, la classe d'une image ou un mot. Et cette fonction va dépendre de certains paramètres. Et donc le but va être de trouver les bons paramètres. Que sont les bons paramètres? On va définir une fonction d'erreur, même chose, ça c'est ce qui vous a été présenté hier et ce que Yoshua a redit ce matin. On va définir, nous, à la main, ça ne fait absolument pas partie de l'optimisation, quelle est l'erreur qu'on commet. Est-ce que, par exemple, confondre un chat avec un chien est aussi grave que confondre un chat avec un éléphant? Ce n'est pas à l'optimisation de gérer ça, c'est à vous, lorsque vous créez votre modèle, de dire comment est-ce que je veux pénaliser les erreurs. Et le but de l'optimisation, c'est une fois que vous avez défini votre fonction, comment elle dépend des paramètres et quelle est l'erreur que vous cherchez à minimiser, alors là, l'optimisation prend le relais et c'est elle qui va essayer de minimiser cette erreur le plus efficacement possible. Donc la définition du modèle et la définition de la fonction d'erreur, ce ne sont pas de l'optimisation, c'est vous, avec votre connaissance du domaine, qui allez le choisir. Donc une fois qu'on a défini ce modèle, une fois qu'on a défini cette fonction d'erreur, on va chercher les paramètres qui minimisent l'erreur moyenne. Je vais majoritairement parler de l'erreur moyenne aujourd'hui. En fait, je vais même, je crois, intégralement parler de l'erreur moyenne. On pourrait imaginer d'autres erreurs. Si, par exemple, vous êtes dans la banque, on pourrait imaginer que votre but, ce ne soit pas de minimiser les pertes, mais plutôt de minimiser la probabilité qu'il y ait une très grosse perte. Donc, on peut envisager d'autres fonctions. Il se trouve que minimiser la moyenne des erreurs, c'est à la fois
la chose la plus courante que l'on fasse, et c'est aussi l'une des choses les plus simples. On va voir, il y a des choses qui sont absolument, il y a des possibilités qui sont spécifiques à la minimisation de l'erreur moyenne. Une fois qu'on a fait ça, donc il y a des termes qui sont strictement équivalents. Quand on parle d'entraîner un modèle, on parle de trouver les meilleurs paramètres, ou pour revenir à la question de la session d'avant, trouver un bon ensemble de paramètres, et ça, c'est de l'optimisation. Donc entraîner un modèle, optimiser un modèle, c'est exactement la même chose. C'est vraiment une nomenclature. Descente de gradient du premier ordre, qu'est-ce que c'est? Donc, je reprends tout ce qu'a fait Yoshua. Je suppose qu'aujourd'hui, vous savez calculer un gradient. Je ne m'en suis pas occupé. Vous avez une partie de votre programme qui, à tout moment, vous donne la dérivée de la fonction. Donc, encore une fois, dérivée et gradient, les deux mots sont interchangeables. Je vais utiliser soit l'un, soit l'autre. Mais donc là, je ne me préoccupe pas de comment vous avez récupéré ce gradient. Je suppose que vous l'avez. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? Donc la fonction que vous voulez minimiser, c'est une fonction f qui va dépendre de paramètres θ. Quand Yoshua a présenté, elle dépendait aussi des exemples d'apprentissage x et y. Ici, x et y, je les ai mis dans f. À quelques moments, je vais les rendre explicites, mais pour le moment, peu m'importe. En fait, là, quand on parle d'optimisation, on ne parle même plus d'apprentissage statistique. N'importe quelle fonction f, je peux vouloir la minimiser, et donc elle dépend d'un certain nombre de paramètres θ. Un exemple. Cette fonction-là, ça va être ce qu'on appelle une régression linéaire, pour ceux qui connaissent. Donc là, ça y est, j'ai introduit dans ma fonction f des exemples xi et yi. Donc Yoshua prenait l'âge du capitaine, moi je préfère prendre autre chose. Donc on va essayer par exemple de prédire le poids d'une personne en fonction de sa taille. Donc mes exemples, c'est xi, qui va être la taille en centimètres. Yi, c'est ce que j'essaie de prédire, c'est le poids en kilogrammes. Et là, j'ai défini deux choses en une seule équation, ce que vous ne voyez peut-être pas. J'ai d'une part défini que pour prédire le poids en kilogrammes, ce que j'allais choisir, c'est de multiplier la taille en centimètres par un paramètre θ. Je ne sais pas encore ce que vaut θ. Je vais chercher le θ qui est le plus adapté, tel que quand je multiplie la taille en centimètres par ce nombre θ, j'ai une valeur qui soit aussi proche que possible du poids en kilogrammes. Donc mon modèle, c'est un modèle linéaire, me dit que ce que je prédis, c'est mon entrée xi multipliée par le paramètre θ. Donc là, on n'est pas du tout dans les réseaux profonds, il n'y a pas de non-linéarité, on a vraiment un modèle extrêmement simple. Et j'ai défini en plus ma fonction d'erreur. J'ai décidé que quand ce que je prédisais était xi fois θ et que la vraie valeur était yi, j'étais pénalisé par le carré de l'erreur que je commettais. Pourquoi le carré? Même chose, on revient à quelque chose qu'a dit Yoshua. Quand on définit une fonction d'erreur, on veut à la fois qu'elle représente ce qui nous importe, on veut aussi qu'elle donne un problème d'optimisation qui soit simple à résoudre. Donc peut-être qu'en vrai, ce n'est pas le carré qui vous intéresse, c'est quelque chose d'un peu différent, sauf que minimiser le carré a beaucoup de belles propriétés en termes d'optimisation. Et donc tout à l'heure, on parlait de souvent ce qui nous intéresse, c'est l'erreur de classification, qui est une erreur 0,1, mais qui est une erreur non dérivable. Et donc vous allez constamment voir les gens qui créent des modèles faire un compromis entre l'erreur qu'ils cherchent réellement à minimiser et une erreur qui est en fait facile à minimiser. Donc là, je choisis l'erreur quadratique. Je dois d'abord initialiser, donc je vais chercher une première valeur de mes paramètres que je vais définir au hasard. Donc il y avait une question aussi tout à l'heure, comment est-ce qu'on initialise les paramètres? Et donc la réponse de Yoshua était, vous le verrez demain. Donc vous le verrez demain. Mais là, je vais supposer que j'initialise mes paramètres à une valeur θ0. Je ne vous dis pas ce qu'est θ0. Vous pouvez prendre θ0 égale 0. C'est une valeur fréquente. Vous pouvez prendre θ0 égale absolument ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, comme θ est un seul nombre, θ0 est également un seul nombre. Et ensuite, je vais faire un processus itératif. Je vais d'abord calculer le gradient, exactement comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc j'ai mon gradient. Et ensuite, je mets à jour mes paramètres. Comment? Ma nouvelle valeur de mes paramètres est égale à l'ancienne valeur de mes paramètres moins une certaine quantité alpha fois le gradient. Donc on vous a expliqué pourquoi c'était moins le gradient. Vous allez le voir en dessin sur la slide suivante. Mais c'est vraiment cet algorithme tout simple. Et alpha, ça va être ce qu'on appelle en français le pas de gradient. En anglais, ça va être le step size. Vous pouvez avoir aussi le learning rate. Il y a un certain nombre de noms équivalents pour déterminer cette valeur alpha. Ici, alpha, vous avez vu, ne dépend pas de l'indice t. Quand je vais faire mon processus itératif, je vais utiliser le même alpha. On va voir
dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser le même alpha, dans quel cas est-ce que alpha doit dépendre de t. Est-ce que cet algorithme converge? J'avais une question sur la convergence. Oui, cet algorithme converge, ça a été prouvé par Cauchy. Donc le 47, c'est 1847, donc ça fait un bout de temps qu'on sait que ça converge. Il se trouve que ça converge pour une bonne valeur de alpha. Et on va voir ce qu'est une bonne valeur de alpha. Donc il va y avoir, ça va être une question récurrente, sans fausse blague, sur qu'est-ce qu'un bon algorithme d'optimisation. L'un des problèmes principaux d'un bon algorithme d'optimisation, ça va être de trouver la bonne valeur de alpha. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Merveilleux. Normalement, ça devrait être beaucoup plus facile à suivre que celui d'avant. Donc, on a une fonction en une dimension. Pourquoi une dimension? Parce que c'est simple et parce que je peux le mettre sur une slide. Donc, en entrée, j'ai x. Donc ça, alors, je suis désolé, il y a eu un changement de notation. Donc ça, c'est θ. En fait, vous pouvez remplacer les x par des θ. Donc là, j'ai la valeur de θ que je cherche à trouver ma bonne valeur de θ. Et là, j'ai la valeur de ma fonction. Donc vous, évidemment, vous voyez tout. Vous savez que la bonne valeur de θ, c'est celle-là. Et ça me donne le minimum ici. Notre algorithme d'optimisation, lui, va être extrêmement myope. C'est-à-dire que quand il va être, je vais l'initialiser en θ0 ici, la seule chose que connaît mon algorithme d'optimisation, c'est la valeur de la fonction en θ0 et la dérivée en θ0. L'algorithme ne sait absolument pas quel est le reste de la fonction. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information extrêmement locale, qui est la valeur de la fonction et sa dérivée. Donc j'initialise θ0, là voilà, comme je vous ai dit, j'ai pris 0, j'aurais pu prendre autre chose. Je calcule la valeur de la fonction, je calcule sa dérivée. La dérivée, comme on vous l'a dit, c'est la variation locale de la fonction. Là, quand x augmente, ma fonction diminue. Donc la dérivée va être négative. Comme moi, je vais faire moins la dérivée, je vais me déplacer vers la droite. D'accord ? Je veux minimiser ma fonction. Donc si je sais que la fonction diminue en allant à droite, je vais aller à droite. Si je sais que la fonction monte en allant à droite, je vais vouloir aller à gauche. Donc, je me déplace d'une certaine quantité. Une certaine quantité, c'est quoi? Je vous ai parlé du alpha. Là, pour cette slide, j'ai choisi alpha égale 3,5. On va voir pourquoi j'ai choisi alpha égale 3,5. Donc, faites-moi confiance. J'ai fait les calculs en Python. Ça correspond exactement, la longueur de la flèche correspond exactement à 3,5 fois la valeur de la dérivée. J'arrive à mon point θ1. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je recommence. Je prends la fonction f de θ1 et je vais calculer le gradient ici. Vous voyez que la pente en θ0 est plus élevée que la pente en θ1. La fonction diminue plus vite. Donc le gradient en θ0 est plus grand que le gradient en θ1. Donc faire 3,5 fois le gradient en θ0, c'est plus que faire 3,5 le gradient en θ1. Donc maintenant, ma flèche est plus petite, puisque mon gradient est plus faible. Et donc je vais pouvoir continuer, θ2, et on voit que ça s'approche. Cauchy avait raison, ça converge. Je profite de ce moment, j'avance un peu de 20 slides, mais ce dessin permet de le voir. Il y a l'une des questions qui était pourquoi les ReLU marchent mieux que un sigmoïde, avec une question plus générale, qu'est-ce qui rend l'optimisation des réseaux profonds compliquée? Cette fonction donc, a la forme d'un bol, c'est ce qu'on appelle une fonction convexe. La fonction convexe a une propriété qui est extrêmement appréciable, qui est que plus on s'approche de l'optimum, plus le gradient est proche de 0. À partir du moment où vous avez un bol, au fond du bol, la fonction est à peu près plate. Loin du bol, la fonction est très pentue. Dans un réseau avec des sigmoïdes, et dans un réseau profond de manière générale, ce n'est pas forcément vrai. On peut avoir des zones très très plates, et si on les suit suffisamment longtemps, ça va retomber derrière. Et donc, ce n'est pas parce que le gradient est proche de 0 qu'on est proche de l'optimum. Et ça va être l'un des problèmes principaux de l'optimisation dans les réseaux profonds, c'est que lors des fonctions simples, je sais que quand mon gradient est proche de 0, j'ai quasiment fini mon travail. Dans un réseau profond, ce n'est pas forcément vrai. Et ça va être l'une des très grosses difficultés. Donc là, j'ai choisi 3,5. Pourquoi est-ce que j'ai choisi 3,5? Ben, je ne sais pas. Donc je vais essayer autre chose. Je vais choisir 6. Parce qu'en fait, 3,5, c'est bien, mais j'ai quand même mis 4 itérations. Alors 4 itérations, ce n'est pas beaucoup, mais peut-être que je peux en mettre moins d'itérations. Donc je commence à 6, et là, j'initialise θ0 à autre chose. Donc maintenant, ma flèche est beaucoup plus grande.
puisque je fais 6 fois le gradient au lieu de faire 1,5 fois le gradient. D'accord? Donc si j'avais fait mon algorithme précédent, ici la flèche aurait été 4 fois plus petite, puisque 1,5 c'est le quart de 6. Et là, ce qu'on voit, c'est que θ1 est un peu plus loin de l'optimum que θ0. Et si je recommence, donc maintenant, là, ma dérivée était négative, donc j'allais vers la droite. Là, on se retrouve ici, ma dérivée est positive, donc je vais aller vers la gauche. Et je fais ça. Donc, lorsque je fais 6 fois le gradient, mon algorithme diverge. Vous voyez déjà le premier problème. En fonction de alpha, non seulement potentiellement ça va plus ou moins vite, vous pouvez converger ou vous pouvez diverger. Donc, la solution, souvent, quand on dit ça aux gens, ils disent « Ah ben moi, je ne veux absolument pas diverger, donc je vais plutôt être ceinture et bretelle, donc je ne vais pas prendre 3,5, je vais prendre 1,5. Je vais vraiment prendre un petit pas de gradient pour être sûr de converger. » Le problème de 1,5, c'est que ça prend des plombes. D'accord? Donc, encore une fois, là, on est passé, mettons, de 4 à 10 étapes. C'est pas très grave, mais on était sur un problème extrêmement simple en une dimension. Si vous avez un problème très compliqué en beaucoup de dimensions, passer de 3,5 à 1,5, ça va rendre votre optimisation beaucoup, beaucoup plus lente. Donc le choix va être extrêmement difficile. Mais maintenant, vous pouvez me dire, bah, très bien, on nous a montré 1,5, on nous a montré 3,5, on nous a montré 6. On a vu que 3,5 c'était ce qui convergeait le plus vite. Donc pourquoi est-ce qu'on ne prend pas alpha égale 3,5? Et Cauchy aurait pu nous dire que ça convergeait pour alpha égale 3,5. Donc on va faire une modification toute simple. Je vais prendre exactement la même fonction, mais je vais l'aplatir un petit peu. Et maintenant, je reprends 3,5. Il se trouve que, alors que dans ma première fonction, 3,5 marchait bien, maintenant, je me retrouve avec un algorithme qui est extrêmement lent. D'accord? Si je prends 6, qui tout à l'heure divergeait, maintenant 6 converge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bon alpha, il n'existe pas une valeur universelle de alpha. Et la bonne valeur de alpha va dépendre de la fonction. Sous quelle forme elle dépend de la fonction? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle dépend justement de la dérivée seconde. La valeur de alpha qui permet de garantir la convergence est l'inverse de la plus grande dérivée seconde. Il y a une vraie question à laquelle on ne sait pas répondre, c'est comment est-ce qu'on calcule la plus grande dérivée seconde? Donc, même de savoir que alpha est égal à l'inverse de la plus grande valeur de la plus grande dérivée seconde, ça ne répond pas nécessairement à la question si on ne sait pas calculer la plus grande dérivée seconde. Je vais parler assez peu de la dérivée seconde. Si vous devez retenir quelque chose, c'est que quand on a des paramètres, la dérivée seconde, c'est une matrice de taille d par d qui est généralement impossible à calculer, qui est impossible à utiliser. Et donc, dans les réseaux profonds, il n'existe quasiment aucune méthode qui fasse appel à la dérivée seconde. On va voir, il y a des méthodes qui font appel de manière approchée, mais il existe beaucoup de méthodes, donc on va parler de la méthode de Newton, qui marche dans des cas où on a peu de paramètres qui ne sont pas utilisés dans les réseaux profonds. Toujours pas de questions? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce petit exemple simple en une dimension? Le pas de gradient influe sur la convergence, c'est-à-dire qu'il influe non seulement sur la vitesse de convergence, mais il influe aussi sur est-ce qu'on va converger ou est-ce qu'on va diverger. Le pas de gradient optimal dépend de la fonction à optimiser et de manière pas complètement évidente, c'est-à-dire que quand je vous montre une fonction, vous n'êtes pas capable de me déterminer, vous, le pas de gradient optimal. Il va falloir faire des calculs pour ce genre de choses. En revanche, une fonction convexe a une propriété qui est très intéressante et qui va disparaître avec les réseaux profonds, parce que les réseaux profonds ne sont pas des fonctions convexes, c'est que si on converge forcément vers la bonne solution. C'est-à-dire si votre algorithme commence à donner tout le temps la même valeur, vous savez que cette valeur-là, c'est la bonne valeur. C'est ce qu'on appelle le minimum global. Donc ça, c'est le cas simple. Encore une fois, la théorie est parfaitement comprise pour les fonctions convexes en une dimension depuis longtemps. Maintenant, il y a 3 difficultés qui vont s'ajouter pour les réseaux profonds. Encore une fois, aucune de ces difficultés n'est vraiment spécifique aux réseaux profonds, mais en revanche, les réseaux profonds les cumulent. La première difficulté, ça va être la haute dimension.
C'est-à-dire qu'en pratique, là, j'ai juste optimisé un nombre. Mon θ, c'était juste une seule valeur. Dans la réalité, θ, ça va être un ensemble de nombres. Ça va être un vecteur qui va contenir, comme Yoshua disait, ça peut contenir des millions ou des milliards de paramètres. Et donc, je vais vouloir trouver la bonne valeur pour toutes les valeurs de ce vecteur. Donc, je n'ai pas une seule valeur à trouver, je vais avoir 1 million ou 1 milliard de valeurs à trouver. Donc, la première question, c'est est-ce que l'algorithme de descente de gradient simple que j'ai montré au tout début marche toujours quand il y a plusieurs valeurs à optimiser? La bonne nouvelle, c'est que oui. En fait, l'algorithme présenté par Cauchy, où on fait simplement moins alpha fois le gradient. Donc au lieu que maintenant on a un vecteur moins alpha fois un autre vecteur. Cet algorithme marche toujours, quelle que soit la dimension. Il n'a pas besoin de connaître la dimension à l'avance. On sait que ça marche. En revanche, il y a un gros problème qui arrive. Et pour ça, je vais vous montrer une ellipse. Alors j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce dessin, ce que ça voulait dire. Donc je vais essayer de vous l'expliquer. Ça, ce sont des lignes de niveau. Donc ce que vous pouvez imaginer, c'est que là, j'ai une sorte de bol allongé dans une direction. Donc mon minimum est ici, c'est θ étoile. Et là, c'est la ligne de niveau, c'est-à-dire que la valeur de ma fonction ici est égale à la valeur de ma fonction ici. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que selon cet axe-là, la fonction augmente beaucoup moins vite, parce que les lignes de niveau, pour tous ceux qui ont fait un peu de randonnée, sont beaucoup plus éloignées les unes des autres, que dans cette direction-là, où les lignes de niveau sont rapprochées, et donc la fonction augmente beaucoup plus vite. Donc j'ai vraiment un bol qui a des parois très verticales dans une direction et qui a des parois beaucoup moins verticales dans une autre direction. Donc maintenant, j'ai deux paramètres à optimiser. J'ai l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, donc ça s'appelle toujours θ, mais maintenant θ va avoir deux nombres, et je vais essayer d'aller au plus proche possible de θ étoile. Donc je commence en θ0, et je calcule mon gradient, et j'arrive là. Premier point, encore une fois, tout à l'heure, Yoshua a dit, la descente de gradient, c'est la descente la plus rapide, c'est-à-dire ce qui donne l'amélioration la plus forte. Et après, il a rajouté localement. C'est-à-dire que si ma flèche était toute petite, cette direction-là serait effectivement, pour une taille de flèche qui tend vers 0, cette direction-là est la flèche qui me donne l'amélioration maximale. Pour une taille de flèche qui n'est pas 0, exactement comme celle-là, vous voyez qu'ici, ça ne donne pas l'amélioration maximale. L'amélioration maximale serait d'aller directement vers θ étoile. C'est pourquoi l'information du gradient et ce qu'on appelle donc la descente de gradient de premier ordre qui n'utilise que l'information du gradient et pas la dérivée seconde ne marche que quand on fait des tout petits pas. Si on veut faire des grands pas, pour répondre à une question, on aimerait utiliser l'information de second ordre, c'est-à-dire qu'on aimerait utiliser la hessienne, et la hessienne nous dirait qu'il faut aller directement vers θ étoile. Donc vous étonnez pas si, alors qu'on vous dit le gradient c'est la descente maximale, quand vous voyez que la flèche ne va pas vers le centre, c'est parce que localement, c'est effectivement la direction maximale, mais dès que la flèche a une taille non nulle, on n'est pas dans la direction d'amélioration maximale. Donc, je vais avoir θ1, maintenant j'ai mon gradient, θ2, et j'avance, et je m'approche de θ étoile. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de dire. La descente de gradient simple de premier ordre marche en dimension 2 comme en dimension 1. J'obtiens la même chose. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un problème par rapport à tout à l'heure? C'est un problème parce que ici, on s'approche assez lentement de θ étoile selon cette direction. En revanche, si vous arrivez à faire une projection dans cet axe-là, on s'approche assez vite de θ étoile selon cette direction. Pourquoi c'est ça? Parce que c'est exactement ce que vous avez vu tout à l'heure lorsque je montrais en une dimension. En une dimension, le pas de gradient optimal pour la fonction très courbée, c'était 3,5 et 6 divergeait. Pour la fonction aplatie, 3,5 était trop lent et 6 convergeait. Donc là, on a le choix. J'ai une direction très courbée, j'ai une direction très courbée et j'ai une direction très peu courbée. Mais maintenant, j'ai un seul pas de gradient. Donc la question, c'est est-ce que je prends 3,5? Est-ce que je prends 6? Est-ce que je prends 1,5? Et ce qui va se passer, c'est que quel que soit le pas de gradient que je prends, la convergence selon cet axe-là
qui est peu courbée, va être beaucoup plus lente que la convergence qui est selon cet axe-là. D'accord ? Donc, puisque là, j'ai choisi, il me semble que pour cette slide, j'ai choisi 3,5 comme pas de gradient, puisque 3,5 marchait dans tous les cas. En revanche, 3,5 est efficace dans cette direction-là, mais n'est pas efficace dans cette direction-là. C'est pour ça que je converge lentement. Et si en revanche, je prends 6, tout comme je vous l'ai montré, et bien 6, il va se passer quelque chose d'intéressant. Selon la direction peu courbée, c'est-à-dire celle-là, où on a vu que 6 était optimal, ça va bien se passer. Donc si vous voyez, selon cet axe-là, mes points de fait s'approchent bien de θ étoile. En revanche, 6 est un pas de gradient trop élevé pour cette direction-là courbée. Et donc je vais commencer à diverger dans cette direction-là. Est-ce que ça, c'est peut-être le schéma le plus compliqué à comprendre? Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des choses qui sont encore pas claires? Donc juste pour... Oui. Alors, la question c'est d'après le schéma, on suppose que l'espace est convexe. Oui, pour le moment, j'ai parlé de 3 difficultés. Je reste pour l'instant dans le cadre convexe. Donc il va y avoir les 2 premières difficultés ne vont pas toucher à la convexité. La 3e difficulté, on va voir, c'est que justement l'espace n'est pas convexe. Mais dans ce cas-là, l'espace est convexe. Donc je glisse subtilement sous le tapis, pour le moment, toutes les difficultés qui sont liées à la non-convexité. D'accord ? Donc la difficulté principale en haute dimension, c'est qu'il existe des dimensions qui sont peu courbées, il existe des dimensions qui sont courbées, et on veut que le pas de gradient marche pour toutes ces dimensions-là. Et on a soit le pas de gradient marche pour les directions courbées et va être très très lent pour les directions peu courbées, soit il marche pour les directions peu courbées et il va être trop gros pour les directions courbées et il va y avoir divergence. Donc c'est exactement ce qu'on voit là. Là, mon pas de gradient, il est excellent pour les directions peu courbées. Donc si vous projetez selon cet axe-là, je m'approche de θ étoile, mais il est trop élevé pour cette direction-là, et donc je commence à diverger. Et si je continue de faire tourner mon algorithme, ce que vous allez voir, c'est que je vais m'approcher de θ étoile, et je vais commencer à osciller de plus en plus ici. Donc selon un axe, je vais être exactement là où je veux être, selon l'autre axe, je vais diverger. Donc la question, c'est est-ce que le choix de θ0 va influencer? Non, parce qu'on est une fonction convexe. La convexité nous offre 2 propriétés qui sont intéressantes. La première, c'est que si ça converge forcément au même endroit. Et la deuxième, c'est que si on a un pas de gradient qui converge, il converge quel que soit l'endroit d'où on part. Donc on peut initialiser comme on veut. Donc, est-ce que l'initialisation influe sur la vitesse de convergence? La vraie réponse, c'est ça dépend de ce qu'on appelle la vitesse de convergence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on exprime la vitesse de convergence d'un algorithme d'optimisation, c'est l'erreur qu'on commet à l'initialisation fois un certain terme. Et ce certain terme ne dépend pas de là où on commence. Donc il y a juste un facteur multiplicatif. L'initialisation a un impact sur un facteur multiplicatif qui est quelle est l'erreur originale qu'on commet. Mais ensuite, l'initialisation n'intervient plus du tout. Pardon? Donc, la question, c'est si on connaît les valeurs propres de la dérivée seconde, on peut vérifier s'il y a convergence ou divergence. J'ai volontairement décidé de ne pas parler de valeurs propres dans cette présentation, parce que ça sortait un peu du cadre. Mais donc effectivement, quand on calcule la dérivée seconde, on obtient une matrice de taille d par d, qui a un certain nombre de propriétés, dont les valeurs propres. Et si on les connaît, on peut déterminer s'il va y avoir convergence ou divergence. Le seul problème, c'est que déjà stocker une matrice d par d, ça prend d carré. Donc quand on a 1 million de paramètres, ça prend 1 million au carré. Calculer les valeurs propres de cette matrice, ça prend d cubes si on le fait sans faire attention. Donc en pratique, on ne peut pas calculer les valeurs propres de la dérivée seconde, et donc il faut faire autrement. Mais donc oui, fondamentalement, ce qui détermine la convergence ou la divergence, ce sont les valeurs propres de la dérivée seconde. Oui. D'accord.
Donc la question c'est comment est-ce qu'on détermine la direction du gradient? Rappelez-vous, en fait la question vient du fait que ce dessin en 2 dimensions est moins clair que le dessin en 1 dimension. Si on revient au dessin en 1 dimension, je dis c'est assez simple. Si la fonction descend, il faut aller à droite. Si la fonction monte, il faut aller à gauche. Comme malheureusement je n'ai que 2 dimensions ici, donc j'ai tracé des lignes de niveau. Il y a quelque chose de géométrique. Une ligne de niveau, c'est donc tous les points de l'ellipse extérieure, ici, ont la même valeur de la fonction. Quand vous avez une ligne de niveau, le gradient est perpendiculaire à la ligne de niveau. Donc, je ne choisis pas quel est mon gradient est défini, et mon gradient, quel que soit là où je suis, va être perpendiculaire à la ligne de niveau. Donc si je suis ici, mon gradient va directement vers θ étoile. Si je suis ici, mon gradient va directement vers θ étoile. Si je suis au milieu, il ne va pas directement vers θ étoile. Mais encore une fois, le gradient m'est donné. Vraiment, la question de l'optimisation n'a pas le choix. On lui donne un gradient. Et pour l'instant, dans le premier cas simple, la seule chose que j'ai à choisir, c'est mon pas de gradient. C'est le seul paramètre libre que moi j'ai à décider. On verra dans les cas plus compliqués, j'ai d'autres choses que je peux faire. Oui. On va y venir. Donc effectivement, c'est l'une des solutions, c'est d'avoir un vecteur de pas de gradient. Quand on a 1 million de paramètres, potentiellement, ça veut dire 1 million de pas de gradient à choisir. Et donc, autant un pas de gradient, on peut l'essayer à la main. C'est-à-dire ce que vous allez faire, c'est ce que tout le monde fait. Vous allez essayer une valeur, si ça diverge, vous allez essayer une valeur plus petite, et puis vous allez continuer jusqu'à ce que ça converge. S'il y a 1 million de valeurs à mettre, vous n'allez pas pouvoir les essayer à la main. Et donc, il y a un certain nombre d'algorithmes d'optimisation, et c'est la grande majorité de la recherche en optimisation, c'est, supposons qu'on ait un pas de gradient par paramètre, comment est-ce qu'on choisit automatiquement le pas de gradient optimal pour ce paramètre? Mais oui, c'est clairement l'une des possibilités. Très bien. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que mon pas de gradient doit être petit pour les directions courbées. Je ne peux pas trop me déplacer. En revanche, s'il est petit pour les directions courbées, le progrès va être très très faible dans les directions plates. C'est-à-dire que quand ma fonction est très très plate, je vais peu avancer. Le rapport de courbure entre les directions les plus courbées et les directions les plus plates, ça s'appelle le conditionnement. Donc je vais regarder, je vais calculer la courbure la plus élevée, je vais calculer la courbure la plus plate, je fais le ratio entre ces deux nombres. Ça, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. Le conditionnement va déterminer la vitesse de convergence de votre algorithme. Celui-là, l'algorithme qui fait juste moins alpha fois le gradient. Donc on va parler d'un problème bien conditionné quand toutes les courbures sont sensiblement les mêmes, le rapport est proche de 1. On va parler d'un problème mal conditionné quand les courbures sont extrêmement diverses et on peut avoir un rapport de 1 million entre les différentes courbures. Et donc, certaines méthodes vont justement chercher à reconditionner, c'est-à-dire certaines méthodes vont essayer de se débrouiller, de transformer le problème original pour que le rapport de courbure soit plus proche de 1. Et donc, je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, la méthode de Newton fait exactement ça. La méthode de Newton transforme l'espace pour que le rapport de courbure soit égal à 1. Donc, tout ça pour vous dire, si vous entendez parler de conditionnement, de problèmes bien conditionnés, de problèmes mal conditionnés, ça signifie le rapport entre les courbures les plus importantes et les courbures les plus faibles. Et donc, l'ellipse que je vous ai montrée, là, le rapport de courbure vaut 5. Vous ne pouvez pas le savoir, hein, je vous le dis. Donc, la courbure là est 5 fois plus élevée que la courbure là. Mais là, j'avais que 2 dimensions. Quand vous avez 1 million de paramètres, vous êtes quasiment certain qu'il y a une direction dans laquelle le rapport de courbure va être beaucoup plus plat qu'une autre direction où ça va être beaucoup plus élevé. Donc plus vous augmentez le nombre de dimensions de votre problème, plus il y a des chances que votre conditionnement soit élevé et donc que le problème soit difficile à résoudre. Et donc c'est le premier problème principal, enfin le premier des problèmes principaux des réseaux profonds. C'est que les problèmes sont souvent très mal conditionnés avec des directions qui sont beaucoup plus courbées que d'autres directions. Oui. Oui. Donc si j'ai dans cette méthode-là, l'algorithme de Cauchy, si mon ratio est exactement égal à 1, je converge en une itération. Alors, je vous donne juste, pour ceux que ça intéresse, la formule.
si je trouve les craies. L'algorithme quasiment optimal, et je vais utiliser des lettres qui sont les lettres couramment utilisées en optimisation. Donc, je vous les donne juste pour que vous puissiez lire des articles d'optimisation si ça vous intéresse. La courbure la plus élevée, on l'appelle souvent L. La courbure la plus faible, on l'appelle souvent mu. Et ce que la théorie nous dit, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une itération, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais d'un θ au θ suivant, mon erreur est multipliée par 1 moins mu sur L. Donc si mu sur L est très très proche de 0, 1 moins mu sur L c'est très très proche de 1. Donc ça par exemple, donc si le problème est mal conditionné, si par exemple mu sur L vaut 10 puissance moins 6, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une itération de mon algorithme, mon erreur est multipliée par 1 moins 10 puissance moins 6, c'est-à-dire qu'elle diminue extrêmement peu. Et donc je vais devoir faire beaucoup d'itérations pour diminuer mon erreur. Si en revanche mon rapport est très très proche de 1, par exemple mu sur L égale 1 demi, à ce moment-là, 1 moins 1 demi égale 1 demi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire une itération de mon algorithme, je vais diviser mon erreur par 2. L, c'est la courbure la plus élevée, mu, c'est la courbure la plus faible. Encore une fois, juste pour ce cours, ça n'a absolument aucun intérêt que j'appelle ça L et mu. C'est simplement que dans 99% de la littérature d'optimisation, ces valeurs-là sont appelées L et mu. Donc si vous les rencontrez, vous savez que c'est ça. Et donc ce qui est important, c'est le rapport L sur mu. Plus il est élevé, plus le problème est difficile, ou mu sur L, plus il est faible, plus le problème est difficile. Exactement. Donc mu est la plus, si encore une fois on veut utiliser un langage un peu plus technique, mu c'est la plus faible valeur propre de la hessienne, L est la plus forte valeur propre de la hessienne. Oui. Alors, la technique historique, c'est ce qu'on appelle la méthode de Newton, qui est extrêmement coûteuse. On parlait tout à l'heure de D ou D carré. La méthode de Newton, le coût d'une itération, c'est en D cube. En revanche, la méthode de Newton permet de mettre mu sur L, dans le cas idéal, égal à 1. Donc, quelle que soit la valeur originale de mu et de L, cet algorithme converge en une seule itération. Mais en revanche, au prix de D cube pour une itération. Et donc ça, c'est Newton. Et on va voir un peu plus tard des approximations de la méthode de Newton. Il y a notamment une méthode qui s'appelle Gauss-Newton. Donc la question c'est, finalement, quel est l'intérêt, puisque nous on aimerait avoir la hessienne, quel est éventuellement l'intérêt de Gauss-Newton? Donc la hessienne, il y a deux problèmes. C'est une matrice D par D, donc pour la stocker c'est compliqué. Et ensuite, j'ai pas dit ce qu'était la méthode de Newton, mais la méthode de Newton consiste à inverser cette matrice D par D. Donc stocker une matrice D par D, ça coûte D carré en stockage. Inverser une matrice D par D, ça coûte D cube en calcul. Donc toutes les méthodes, même si quelqu'un me donnait la matrice, la hessienne, et que j'arrivais miraculeusement à la stocker, je ne pourrais toujours pas l'inverser. Donc la méthode de Gauss-Newton essaie de résoudre un peu tous ces problèmes, d'éviter le stockage en D carré et d'éviter l'inversion en D cube. Donc la question c'est, est-ce que l'inversion de matrice est parallélisable? Je ne sais pas. Je vous avoue que les aspects implémentation de ce genre de choses me sont un peu plus étrangers. Je ne connais
personne qui le fasse, maintenant, c'est pas impossible qu'il existe des techniques numériques pour paralléliser l'inversion de matrice. La méthode que je connais pour inverser une matrice est une méthode itérative, et donc par définition difficilement parallélisable. Il y avait une question par là. Oui. Donc la question c'est la méthode de Newton ou Gauss-Newton n'est pas pratique. Est-ce qu'on pourrait plutôt d'utiliser toute une matrice, utiliser simplement une matrice diagonale? Donc maintenant on n'a plus un coup en D carré, on a un coup en D. Utiliser une matrice diagonale, multiplier le vecteur de gradient par une matrice diagonale, c'est strictement équivalent à avoir un pas de gradient par paramètre. Donc c'est exactement équivalent à la question qui a été posée tout à l'heure, et c'est tout à fait ce que font les techniques. Pour rentrer dans le détail, la méthode diagonale serait parfaite si mon ellipse était horizontale ou verticale. C'est-à-dire si mon problème, si la courbure, la différence entre la courbure très plate et la courbure comme ça est alignée avec mes paramètres, alors la méthode diagonale est exactement la bonne méthode. À partir du moment où ce n'est pas le cas, ça va forcément moins bien marcher que la méthode de Newton qui utilise une matrice complète. En revanche, aujourd'hui, on ne sait pas bien ce qu'on perd à passer d'une matrice complète à une matrice diagonale. Les gens ne se posent pas forcément plus la question parce que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, mais ils commencent à avoir un certain nombre d'algorithmes qui essaient d'autres approximations que l'approximation diagonale, en se disant c'est peut-être pas forcément celle-là la bonne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui reste moins coûteux que la matrice complète, mais qui ne faut pas une approximation diagonale. Mais la méthode de choix pour 99% de la littérature, c'est une matrice diagonale. Voilà. Donc, on va chercher à reconditionner. Donc, je parlais d'un premier reconditionnement. Et ça, c'est peut-être, si vous avez déjà joué avec les données, on vous a peut-être déjà demandé de faire ça sans nécessairement vous expliquer pourquoi. Donc, même chose, je ne vais pas parler de réseau profond, je vais parler d'un modèle linéaire. Donc, l'entrée de mon réseau, c'est un vecteur x qui est en d dimensions. Donc, il y a d nombres dans mon x. Et ma fonction est simplement une fonction linéaire. Donc, je vais faire la sortie de ma fonction pour un vecteur de paramètre θ et une entrée x. C'est le produit scalaire entre le vecteur θ et le vecteur x. Donc, j'écris le produit scalaire en disant que je fais la somme des produits terme à terme. Il se trouve que là, la courbure de chaque paramètre θ, la courbure de θj est proportionnelle à l'amplitude de xj. Donc si dans mon entrée, qui est un vecteur de taille d, d'un exemple à l'autre, j'ai des valeurs qui changent beaucoup plus que pour une autre entrée, alors l'entrée où les valeurs changent beaucoup plus, ma fonction sera beaucoup plus courbée que pour l'autre. Donc la courbure de ma fonction en θ dépend de l'amplitude des variations de x. Je ne vais pas vous faire le calcul maintenant, je vous le dis. Et donc, qu'est-ce qu'on fait généralement pour résoudre ce problème? On va vous demander de blanchir vos données ou de normaliser vos données. Donc, souvent, ce qu'on vous demande quand vous avez un jeu de données, c'est de vous assurer que la moyenne de toutes vos coordonnées soit égale à 0 et que la variance soit égale à 1. Ce que vous faites sans le savoir, vous reconditionnez votre problème d'optimisation. C'est-à-dire que la solution est exactement la même que si vous n'aviez pas fait ça. En revanche, le problème d'optimisation aurait vraisemblablement été beaucoup plus, l'optimisation aurait vraisemblablement été beaucoup plus lente si vous n'aviez pas normalisé vos données. Donc, normaliser vos données ne change pas votre modèle, elle change fondamentalement votre algorithme d'optimisation. Et il y a un peu une dualité entre, je vais le dire différemment, la majorité des algorithmes d'optimisation compliqués sont fondamentalement des algorithmes d'optimisation de base, l'algorithme d'optimisation du premier ordre, avec des données transformées. Et donc souvent, la méthode de Newton, on peut montrer que c'est l'algorithme d'optimisation de base qui utilise juste le gradient de premier ordre avec des données transformées. Donc on va voir que ce n'est pas toujours possible de faire ça, et donc il existe des méthodes un peu différentes. Mais quand vous le pouvez, parce que vous avez un modèle linéaire, normalisez toujours vos données, ça ne rendra votre problème d'optimisation que plus simple. Donc ça, c'était la première difficulté. La haute dimension, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas propre au réseau profond, c'est propre à tous les problèmes qui sont en haute dimension. Il se trouve que les réseaux profonds sont parmi les problèmes qui sont en plus haute dimension des problèmes qu'on essaie de traiter.
La deuxième difficulté, c'est la stochasticité. Qu'est-ce que c'est que la stochasticité? La méthode que je vous ai montrée implique de calculer le gradient d'une fonction. Si votre gradient, c'est la moyenne sur 1 million d'exemples, vous devez calculer à chaque fois le gradient sur 1 million d'exemples pour faire une mise à jour de vos paramètres. Donc vous avez votre jeu de données, vous devez passer à chaque fois à travers l'intégralité de votre jeu de données pour calculer le gradient de la fonction, et ensuite vous faites votre mise à jour. C'est extrêmement coûteux. C'est encore pire si, pour une raison ou pour une autre, vous recevez des données en permanence. Et donc là, vous ne pouvez jamais calculer la valeur exacte de votre fonction, puisque potentiellement, votre fonction, c'est la moyenne sur un nombre infini de données. D'accord? Donc il y a la question est, puisque calculer le gradient exact coûte extrêmement cher, est-ce qu'on peut quand même arriver à converger si on utilise un gradient approché? Donc un gradient qui va avoir une certaine erreur. Je ne vais pas avoir exactement mon gradient, c'est quelque chose qui n'est pas trop différent. Donc la réponse est oui. Et c'était vraiment la surprise de tout le monde. Donc là, c'est un peu plus récent, c'est 1951. C'est Robbins-Monroe qui a montré qu'effectivement, sous certaines conditions sur l'approximation, on pouvait converger même avec un gradient approché. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas? Donc je vous l'ai dit, souvent notre fonction, ça va être la moyenne d'un certain nombre de fonctions. Donc n, c'est le nombre d'exemples dans mon ensemble d'apprentissage. Encore une fois, n peut être de l'ordre du million ou du milliard. Et la fonction que je veux minimiser, c'est la moyenne de les fonctions sur tous mes exemples. Quelle va être l'approximation du gradient que je vais faire? Eh bien, plutôt que de calculer le gradient de f, qui implique de calculer le gradient de toutes les fonctions fi, je vais calculer le gradient d'une seule fonction fi, qui va être choisie au hasard. Et il se trouve que quand je fais ça, quand je choisis ma fonction fi au hasard et que je calcule ce gradient-là, ça remplit les conditions définies par Robbins-Monroe, et donc je vais converger. Maintenant, c'est un fait communément accepté. Moi, je trouve que ça reste fantastique de se dire qu'on a une fonction qui dépend d'un milliard d'exemples et je peux en choisir un seul, faire une mise à jour de mes paramètres, ensuite en choisir un autre, faire une autre mise à jour de mes paramètres, en choisir un troisième et continuer comme ça et quand même arriver à l'optimum. Donc, intuitivement, de quoi on se rend compte? La première chose, c'est que faire une mise à jour des paramètres, ça va être beaucoup plus rapide, puisqu'évidemment, je ne vois qu'un seul exemple au lieu d'avoir besoin de passer à travers tous mes exemples. En revanche, à un moment, je vais devoir en payer le prix. Et quel est le prix? C'est que comme je fais ces erreurs-là, je vais avoir besoin de beaucoup plus de mises à jour pour arriver à une certaine quantité d'erreurs. Et donc, il y a un compromis. Chaque mise à jour est beaucoup plus rapide. En revanche, j'ai besoin de plus de mises à jour. Et donc, la question, c'est quand est-ce que l'un est plus rapide que l'autre? On va tuer le suspense tout de suite. En pratique, c'est toujours plus rapide de faire ça que de calculer le gradient exact. En revanche, il y a quelques petits soucis qui arrivent. Je l'ai vaguement mentionné sur la première slide. Alors que l'algorithme de Cauchy utilisait un pas de gradient qui a été constant, l'algorithme de Robbins-Monroe ne marche pas avec un pas de gradient constant. On va le voir en dessin. Si j'utilise le même alpha en permanence, mon algorithme ne va pas converger. Pour qu'il converge, je vais devoir utiliser un pas décroissant, c'est-à-dire que mes alphas vont devoir être de plus en plus petits. Graphiquement, vous allez le voir, ça va être immédiat. La théorie nous dit que les alphas doivent décroître en 1 sur t. Donc le premier alpha, mettons, va valoir 1, le deuxième va valoir 1,5, le troisième 1 tiers, le quatrième 1 quart, le cinquième 1 cinquième, et ainsi de suite. C'est très joli, en pratique, souvent 1 sur t, ça décroît trop vite. Donc ça, c'est l'un des cas où la pratique ne suit pas la théorie. Donc vous allez avoir des gens qui vont utiliser 1 sur t, des gens qui vont utiliser 1 sur racine de t, des gens qui vont utiliser un pas constant, et une fois de temps en temps, ils vont diviser alpha par 2, puis ils vont recommencer. Il n'y a pas aujourd'hui de réponse claire sur quelle est la meilleure stratégie à adopter. En revanche, ce qui est sûr, c'est que alors qu'avant on avait un alpha à choisir, maintenant on a non seulement le alpha initial à choisir, mais on doit aussi choisir la vitesse à laquelle ça décroît. Et donc, en tant que praticien, ça va être un problème supplémentaire. Comment est-ce que vous allez faire ces expériences? Et ça va être une question générique quand vous allez choisir un algorithme d'optimisation. Souvent dans les papiers, ce qu'on voit, c'est à quel point est-ce que l'algorithme converge vite. Si vous n'avez pas de connaissances, il y a un autre point qui est extrêmement important et qu'on ne mentionne pas, c'est à quel point est-ce qu'il est facile de régler les paramètres de cet algorithme.
parce que c'est très bien, et il y a beaucoup de papiers où l'algorithme converge très très vite, une fois qu'on a essayé 1000 valeurs de alpha original et de paramètres de décroissance, et quand on trouve la bonne, à ce moment-là, l'algorithme converge vite. Sauf qu'en attendant, vous avez utilisé 1000 GPU, et pas tout le monde a accès à 1000 GPU. La convergence, donc, ce que je vous ai dit, elle est plus lente que le gradient batch. Alors, quand je parle de plus lent, et encore une fois, quand on va parler d'optimisation, je parle en nombre d'itérations. Je ne parle pas en temps de calcul. Donc, ce que je dis, une itération est beaucoup plus rapide. En revanche, ça va vous demander beaucoup plus d'itérations. Ça, c'est le premier point. Donc, d'une part, c'est plus lent. Il y a un autre point et qui rejoint l'une des questions de la première session qui est pourquoi est-ce qu'on cherche un bon paramètre θ plutôt que les paramètres θ optimaux. Vous l'avez vu hier, ce qui vous intéresse fondamentalement, ce n'est pas de minimiser l'erreur d'entraînement, ça va être de minimiser l'erreur de test. Quand vous avez un ensemble fini de données, le θ optimal pour l'erreur d'entraînement est différent du θ optimal pour l'erreur de test. Il se trouve que la distance entre ces deux θ est de l'ordre de 1 sur le nombre d'exemples d'entraînement. Et donc, ça ne vous sert à rien d'optimiser l'erreur d'entraînement de manière extrêmement fine, puisque de toute façon, vous n'allez pas vers la bonne direction. Donc, le conseil, c'est quand vous minimisez votre erreur d'entraînement à hauteur de 1 sur le nombre d'ensembles d'entraînement, l'erreur que vous commettez sur l'erreur d'entraînement est sensiblement la même que l'erreur que vous commettez entre l'erreur d'entraînement et l'erreur de test. Donc ne dépensez pas énormément d'énergie à avoir le vrai minimum de l'erreur d'entraînement, puisque de toute façon, ce n'est pas celui-là qui vous intéresse. Oui, alors, la question c'est le gradient batch, c'était le gradient précédent. Donc effectivement, je vais reparler un peu des termes. Ce qu'on appelle le gradient batch ou le full gradient, c'est quand on utilise le vrai gradient de la fonction, le gradient exact. Donc quand on a un jeu de données, c'est quand on calcule vraiment le gradient sur l'intégralité de jeu de données avant de faire une mise à jour. C'est vraiment la descente de gradient original. À l'opposé, il y a le gradient stochastique, qui est donc je vais choisir un seul point de mon ensemble d'entraînement, je vais faire ma mise à jour, ensuite je vais choisir un autre point. Et Yoshua l'a brièvement mentionné, et ça va vous être mentionné plus tard dans la semaine, il y a un intermédiaire entre les deux, qui est ce qu'on appelle le gradient mini-batch, où plutôt que de choisir un point de l'ensemble d'entraînement et de faire une mise à jour, on va choisir un groupe de points, généralement entre 50 et 200. On va calculer la moyenne de gradient sur ce groupe de points, et après on va choisir un autre groupe de points. D'un point de vue théorique, le gradient mini-batch et le gradient stochastique sont exactement la même chose. C'est-à-dire que le gradient mini-batch, ça reste une approximation de votre fonction. Elle est peut-être un peu meilleure puisque vous avez choisi 200 points au lieu d'en choisir un, mais vous avez quand même, pour que le gradient mini-batch converge, vous avez de la même façon besoin d'un pas de gradient décroissant. D'accord ? Donc stochastique et mini-batch vont être utilisés indifféremment parce que d'un point de vue théorique, c'est exactement la même chose. D'un point de vue pratique, vous allez préférer faire du mini-batch, mais sinon, ça ne change rien. Oui ? Excellente question. Donc la question c'est, est-ce qu'on a des garanties pour le gradient stochastique que à chaque itération ça va converger? Alors je vais remplacer converger par à chaque itération on va s'approcher de l'optimum, ou est-ce qu'on a juste une garantie asymptotique? On n'a aucune garantie d'un pas à l'autre. C'est pour ça que les théoriciens en optimisation essaient de lutter contre le terme descente de gradient stochastique ou stochastic gradient descent, parce que ce n'est pas une descente. Au final, on converge, mais on n'a absolument aucune garantie que quand je fais une itération, je sois effectivement à un meilleur endroit qu'avant mon itération. Donc ils utilisent gradient stochastique et pas descente de gradient stochastique, puisque ce n'est pas un algorithme de descente, au sens où ça ne suit pas une direction de descente de la vraie fonction qui nous intéresse. En espérance, oui, mais à chaque passe, enfin, potentiellement, non. Alors, il y a deux questions différentes. Là, je considère qu'on a quand même une distribution stationnaire, mais effectivement, donc la seule distribution stationnaire, quand je mets, non, je le mets pas. On sait que l'erreur décroît en 1 sur le nombre de mises à jour,
Mais ça, c'est l'erreur en espérance. Donc, il peut tout à fait arriver des moments et des périodes raisonnablement longues où l'erreur va augmenter. On sait juste qu'en espérance, l'erreur décroît en 1 sur le nombre de mises à jour. Oui. Donc la question c'est, il existe des jeux de données où les données sont, on va dire, plus bruitées que d'autres, c'est-à-dire des jeux de données où les gradients sont éventuellement plus en désaccord que dans d'autres jeux de données. Est-ce qu'il y a eu des études? La majorité des études, je crois, sur ce sujet a été faite par moi, et je me sens un peu seul, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant. Non, en pratique, honnêtement, il y a eu quelques résultats, assez peu, sauf sur vraiment des très gros théoriciens, sur justement, est-ce qu'on a des garanties de stabilité quand il y a un ou deux exemples qui sont vraiment très très mauvais? Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'impact de ces exemples? Et il y a eu un autre papier du labo de Yoshua, il y a 2 ans peut-être. Il existe des techniques éventuelles pour réduire le bruit, mais ça reste une direction de recherche qui est assez peu suivie. Les gens s'intéressent beaucoup plus à la question du reconditionnement. Donc comment est-ce que je peux trouver mon pas de gradient, ma matrice diagonale ou mon pas de gradient par paramètre, plutôt que comment est-ce que je peux lutter contre le bruit. Donc, je vous ai dit, le gradient stochastique avec un pas constant ne converge pas. Que fait le gradient stochastique avec un pas constant? Parce que ne pas converger, ça peut vouloir dire des choses différentes. Quand on a vu au tout début de la présentation, quand mon pas de gradient était trop élevé, je divergeais réellement, c'est-à-dire que je m'éloignais de l'optimum. Ici, ce n'est pas ce qui va se passer. Je pars de θ 0. Ça, c'est du gradient stochastique. Hein. Donc encore une fois, j'ai fait le calcul en tirant en utilisant réellement un gradient approché. Donc je m'approche effectivement de θ étoile. Mais en revanche, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que je suis proche de θ étoile, je ne vais pas arrêter de rebondir autour. Tout le temps. Pourquoi c'est ça? Parce que quand vous initialisez votre modèle est tellement mauvais que tous les exemples, fondamentalement, vont vous dire la même chose. Et donc, que vous choisissiez un exemple ou un autre, vous allez à peu près aller dans la même direction. C'est pour ça que la direction que j'obtiens ici est à peu près la même que celle que j'aurais obtenue si j'avais vraiment fait la moyenne sur tous mes exemples. En revanche, à partir du moment où vous allez vous approcher de l'optimum, ben là, chaque exemple va vouloir tirer la couverture à lui. Et donc, vous allez constamment bondir d'un exemple à l'autre et choisir la solution donnée par un exemple. Donc, c'est ce qu'on voit vraiment dans le gradient, quand on compare le gradient stochastique au gradient batch. Au début de l'optimisation, le gradient stochastique va beaucoup plus vite parce qu'il fait à peu près la même amélioration par itération. En revanche, une itération est beaucoup plus rapide. Mais au bout d'un moment, le gradient stochastique arrête de faire des progrès. Et donc, la théorie nous dit que quand on utilise un pas de gradient constant, le gradient stochastique converge extrêmement vite jusqu'à une boule autour de l'optimum et qu'ensuite, il passe son temps dans la boule. Et donc, je vous ai dit, il y a différentes techniques de réduction du pas de gradient. Donc, l'une des techniques, c'est justement d'utiliser un pas de gradient constant, d'essayer de détecter quand on est dans ce régime, de diviser le pas de gradient par 2, et donc la boule va commencer à se réduire. On détecte quand on est à nouveau dans la plus petite boule et on divise le pas de gradient par 2 à chaque fois. Oui. La taille de la boule? Alors, je n'ai pas le résultat théorique en tête. La taille de la boule va dépendre du conditionnement, va dépendre du bruit dans les gradients, pour reprendre la fonction, et va dépendre du pas de gradient. Et sauf erreur, la taille de la boule dépend linéairement du pas de gradient. Donc, si j'ai un pas de gradient qui est 2 fois plus petit, ma boule est 2 fois plus petite. Oui. Donc, la question, c'est, plutôt que de choisir à chaque fois le dernier point où on est-ce qu'on ne pourrait pas prendre la moyenne des points? Quand je détecte que je suis dans une boule. Donc, dans les années 70-80, il y a des gens qui ont proposé ça. Ils n'ont même pas attendu d'être dans la boule. Donc, il y a un algorithme qui s'appelle Polyak-Ruppert, averaging, qui fait exactement ça. À l'origine, j'avais une slide et puis je me suis dit que ce n'était pas la peine pour un cours introductoire, mais c'est exactement ce que font les gens. Ils font cet algorithme-là. En revanche, le θ qui les intéresse, c'est la moyenne de tous les θ qu'ils ont vus jusqu'à maintenant.
Cet algorithme ne converge pas plus vite en théorie, en revanche, il est plus robuste. Il se trouve qu'on peut choisir le pas de gradient de manière un peu moins précise et que ça marche quand même. Idéalement, c'est tout à fait vrai, il faudrait le faire une fois qu'on a détecté qu'on est dans la boule. En pratique, détecter qu'on est dans la boule, ce n'est pas non plus si évident que ça. C'est pour ça que les gens font la moyenne dès le début. Et donc si vous cherchez Polyak Rupert Averaging, j'ai 83 en tête, mais je ne suis pas tout à fait sûr, c'est exactement ça. Alors, je vais juste avancer un peu, de toute façon l'idée c'est de laisser du temps à la fin pour les questions. Donc en revanche, avec un pas décroissant, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça se passe bien. C'est-à-dire que quand on en est au moment où on commencera à rebondir partout, ben notre pas de gradient est beaucoup plus petit, et donc on fait des gestes beaucoup plus petits, et donc on commence à converger. Donc pas de gradient, ça marche. En revanche, si on n'est pas attentif et que notre pas est toujours décroissant, mais qui décroît trop vite, eh ben on va devenir lent extrêmement vite. Et là, mon algorithme, au bout d'un moment, va converger vers θ étoile, mais va prendre extrêmement longtemps. D'accord ? Donc, c'est toujours la même question en tant que praticien. Comment est-ce que vous choisissez votre pas de gradient? Si vous ne faites pas assez attention, vous allez diverger. Si vous êtes trop précautionneux, vous allez converger extrêmement lentement. D'où la stratégie généralement employée de ne pas faire attention. Et au bout d'un moment où on se rend compte qu'on ne fait plus de progrès, de faire un peu plus attention. Comme ça, on est sûr d'éviter ce problème-là et on évite aussi le problème où on rebondit. Mais le problème n'est clairement pas complètement résolu. Ok, comme j'attaque la non-convexité, peut-être s'il restait des questions sur le gradient stochastique ou sur autre chose. Oui. Oui. Ah. D'accord. Donc la question c'est, j'ai parlé effectivement d'erreurs d'entraînement, d'erreurs de test. Donc c'est l'une des différences, mettons, entre l'apprentissage et l'optimisation. C'est que on va avoir accès à des exemples d'entraînement. Donc on va avoir un jeu de données pour lequel on essaie d'avoir une fonction qui donne la bonne réponse. Mais en vrai, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de donner la bonne réponse sur les données qu'on nous a données. Ce qui nous intéresse, c'est de donner de la bonne réponse sur des nouvelles données qui vont venir dans le futur. Donc, il y a l'erreur d'entraînement qui est sur les données qu'on a pour apprendre la valeur de nos paramètres, et l'erreur de test, c'est l'erreur qu'on va effectivement commettre sur des nouveaux exemples. D'où ce dont Yoshua parlait, la régularisation. On va vouloir régulariser notre modèle, ce qui va nuire à l'erreur d'entraînement, mais améliorer l'erreur de test. Et donc, vous pouvez optimiser autant que vous voulez l'erreur que vous allez commettre sur les exemples que vous avez. Au bout d'un moment, ça ne vous donnera pas de meilleure garantie sur l'erreur que vous allez commettre sur des exemples que vous n'avez pas encore vus. Et donc c'est l'habitude, ça ne sert à rien d'avoir une réponse extrêmement précise mais inexacte. On a une idée de l'inexactitude de notre réponse et donc on cherche une précision qui est de l'ordre de l'inexactitude. Oui. Donc la question c'est, est-ce qu'il existe des méthodes qui évaluent le point pour vérifier qu'il y a vraiment une descente? Le problème c'est qu'évaluer le point, ça demande aussi de passer à travers tout l'ensemble d'apprentissage. Puisque l'erreur de notre fonction, c'est la moyenne des erreurs sur tous les points. Donc, on ne peut jamais évaluer de manière exacte le point. En revanche, il existe des méthodes qu'on appelle line search, et on commence à avoir des méthodes de line search approchées qui essaient à tout moment différents pas de gradient. Mais évidemment, on ne veut pas essayer ces différents pas de gradient juste sur le point courant, parce qu'on sait que ça c'est très bruité, et donc qui essaie d'une certaine manière de maintenir une connaissance de la fonction globale pour évaluer le pas de gradient en chaque point. Mais de manière exacte, ça coûte aussi cher d'évaluer la fonction que de calculer son gradient. C'est exactement ce que Yoshua disait, on est en haut du nombre de paramètres fois nombre d'exemples. Non-convexité. Toutes les preuves de convergence que je vous ai données, c'est valide dans le cas convexe. Donc encore une fois, le cas convexe, c'est quoi? C'est un bol. Donc ça peut être en plein de dimensions ou en une dimension, mais fondamentalement, c'est un bol, c'est-à-dire qu'il y a un seul minimum, et que quel que soit l'endroit d'où je commence, je tombe à ce minimum. Les réseaux profonds sont non convexes. La théorie de convergence sur les fonctions non convexes en est à ses débuts. Ça fait 2-3 ans qu'on commence vraiment à avoir de plus en plus de résultats théoriques.
L'un des soucis, c'est qu'on a des résultats théoriques pour certains types de fonctions non convexes. On n'est pas sûr que les réseaux profonds soient de ce type-là de fonctions non convexes. Donc on n'a pas de résultat dans le cas général. Oui. Alors, tout réseau au voisinage d'un minimum local est localement convexe. Donc, c'est pour ça qu'aussi une grande partie des gens se sont dit, peu importe la non-convexité, au bout d'un moment, on se retrouve dans un voisinage convexe, et donc je peux utiliser les résultats d'optimisation convexe. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe avant qu'on arrive dans ce voisinage, dans la partie non convexe. Donc, juste pour fixer un peu les idées, je vais vous donner un exemple de fonction non convexe. Ça, c'est une fonction non convexe. Ce n'est pas un bol. Et il y a notamment deux endroits qu'on va appeler des minima locaux, qui sont ici et ici, c'est-à-dire qui, justement, dans un certain voisinage, sont les points les plus bas. Mais en revanche, sur ces deux minima locaux, il y en a un seul qui est également minimum global. D'accord? Si j'utilise, donc là maintenant, je vais revenir dans le cas batch, donc full gradient, je vais supposer que j'ai mon gradient exact. Si j'initialise à θ 0 et que je fais ma descente de gradient, je vais tomber dans ce minimum local. Si en revanche, j'initialise mon θ0 ici, je vais tomber dans l'autre minimum local. D'accord? Donc, contrairement à la question qui a été posée sur est-ce qu'il y a une dépendance sur l'initialisation, dans le cas convexe, le minimum, enfin là où on converge ne dépend pas de l'initialisation. Dans le cas non convexe, là où on converge dépend de l'initialisation. Et donc je reviens à la question qui a été posée à Yoshua sur la percée en 2006. La percée en 2006, ça n'a pas été comment mieux calculer le gradient, on savait comment calculer le gradient, c'était comment mieux initialiser les paramètres, tels que quand on fait une descente de gradient à partir de cette initialisation, le minimum local dans lequel on tombe est meilleur. Donc plutôt que d'initialiser les paramètres aléatoirement comme on le fait, c'était une autre méthode d'initialisation des paramètres. D'accord? Donc c'était vraiment sur l'initialisation des paramètres. En 2006, on n'a pas touché à l'optimisation. Et ensuite, ce que Yoshua vous a dit, c'est qu'en 2011, on a touché à l'optimisation elle-même. Oui. Alors, donc la question c'est est-ce que les minima sont isolés? En pratique, fondamentalement, on sait assez peu de choses. Ce qu'on va voir en revanche, c'est que l'intuition en une dimension est complètement fausse. Donc ce dessin en une dimension, je l'ai gardé pour deux choses, et après on va voir en haute dimension. La première, c'est pour vous dire, et ça reste vrai en haute dimension, que là où on converge dépend de l'initialisation. Encore plus gênant peut-être, c'est que si j'initialise à θ 0, donc tout à l'heure j'ai initialisé à θ 0 et j'ai convergé à ce minimum, si maintenant j'utilise un pas de gradient plus grand, qu'est-ce qui va se passer? Et bien θ 1, je le mets un peu sur la colline, il revient à θ 2, et là, je passe de l'autre côté. Donc non seulement, et puis je vais converger, donc quand on a une fonction non convexe, non seulement la convergence dépend de l'initialisation, la convergence dépend également de l'algorithme d'optimisation qu'on utilise. Et c'est ce qui a un peu nui à l'adoption des réseaux de neurones dans les années 90, c'est que finalement, on a très très peu de garanties sur le minimum local vers lequel on va converger. Et à une époque où il existait des méthodes simples comme les SVM qui étaient convexes, qui offraient un certain nombre de garanties, les gens sont plutôt rués sur la méthode que ferait des garanties. Pourquoi est-ce que cette absence de garantie est finalement pas si gênante? Parce que, comme je vous l'ai dit, l'intuition en une dimension est complètement fausse. On a du mal à se représenter des fonctions non convexes en plus d'une dimension, deux dimensions éventuellement, mais en 1 million de dimensions certainement pas. Donc il est très difficile d'avoir une intuition, et on a essayé d'avoir un certain nombre de résultats empiriques sur des réseaux. On a obtenu des résultats, on ne sait pas dans quelle mesure ces résultats se transmettent à d'autres architectures de réseaux, à d'autres tailles de réseaux, mais en tout cas on a des premiers résultats. La première, c'est qu'il existe des plateaux. D'accord? Donc des plateaux, ce sont des zones où la fonction est très très plate, et donc si ça avait été une fonction convexe, on aurait convergé, sauf qu'au bout d'un moment, la fonction retombe. Donc on n'a surtout pas envie de s'arrêter d'optimiser alors que la fonction arrête de bouger, on a envie de continuer.
Mais le point le plus important, c'est qu'on se rend compte qu'il y a assez peu de mauvais minima locaux. Donc si vous entraînez un réseau profond, que vous l'initialisez de manière différente, à chaque fois, vous allez avoir des valeurs de paramètres qui vont être différentes, mais fondamentalement, tous vos réseaux vont marcher à peu près de la même manière. Cette affirmation reste assez vague parce que justement, on n'a pas nécessairement beaucoup plus d'informations sur que veut dire exactement de la même manière, mais en tout cas, il y a de plus en plus de papiers. Donc, vous pouvez lire ce papier de Cho. Donc, vous voyez, on arrive quand même dans les années récentes. Là, il y a un papier d'Yann Dauphin 2014, papier de 2017 et papier de 2015. Donc, c'est vraiment depuis ces 3-4 dernières années qu'on commence à avoir des résultats sur comment se comporte la fonction des réseaux. Oui. Donc la question c'est, est-ce que les gens qui font de l'optimisation ont regardé du côté de la recherche opérationnelle pour voir s'il n'existait pas éventuellement des techniques communes. Alors moi personnellement non, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces questions-là. On en revient à un peu la question, fondamentalement ces méthodes sont souvent coûteuses. Et donc, est-ce qu'elles en valent la chandelle? Donc, est-ce qu'une fois qu'on est dans un minimum local, quel est le prix qu'on est prêt à payer pour essayer de trouver un meilleur minimum local? Et donc, c'est un peu la question à laquelle ces papiers répondent. Ils disent, finalement, d'un minimum local à l'autre, les différences ne sont pas si grandes que ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais toutes ces incertitudes cumulées font qu'on n'a pas envie de dépenser énormément d'efforts à trouver vraiment le meilleur, puisque d'une part, ils ne sont pas forcément tous si différents. S'il y en avait des bons, il n'y en a peut-être pas tant que ça, et donc il serait extrêmement difficile à trouver. Et de toute façon, on continue de parler de l'erreur d'entraînement et pas de l'erreur de test. Donc sur ces 3 difficultés, alors je vais juste avancer. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme qualité pour un bon optimiseur? On veut que ce soit rapide en temps de calcul. On ne veut pas que ça coûte trop cher. On veut que vous ayez votre réponse au bout de quelques heures au lieu de quelques mois. Le plus important, encore une fois, je le répète, et c'est pour moi pas assez mentionné dans la littérature, on veut que l'algorithme soit facile à régler. Si votre algorithme a 5 paramètres dont vous cherchez les valeurs, vous allez devoir faire une recherche sur ces 5 paramètres, ça va vous prendre énormément de temps. Donc, cherchez aussi en tant que praticien les algorithmes qui sont robustes à une mauvaise valeur des paramètres, qui acceptent un large éventail de paramètres. On veut des optimiseurs qui gèrent bien le conditionnement. Donc, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Et on veut des optimiseurs qui gèrent bien les plateaux et les poinçelles. La réponse courte, c'est qu'il n'existe aucun optimiseur qui fasse ça. Donc, on essaie de s'en approcher, on continue de chercher pour faire mieux, mais en tout cas, il n'existe pas la solution à tous ces problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens continuent d'utiliser plein d'optimiseurs différents. Et finalement, à une petite variation près que je vais mentionner, l'optimiseur le plus utilisé, c'est l'optimiseur de Robbins-Monroe de 1951. Donc 3 idées rapidement. La première, donc ça a été mentionné, utiliser plusieurs pas de gradient. Donc, vous voyez, il y a au moins un papier de Yann Lequin en 98 qui fait ça. Il y a pas mal d'autres papiers qui font. C'est souvent basé sur Gauss-Newton. Voilà. Donc je vous ai mis des références de toute façon qui sont dans nos slides. Vous pouvez regarder ces papiers-là. Tous essaient d'avoir un pas de gradient par direction et diffèrent seulement dans la façon dont ils vont calculer ce pas de gradient. La deuxième, blanchir les données. Donc je vous en ai parlé. Blanchissez toujours vos données. En revanche, qu'est-ce qui se passe? Vous allez blanchir vos données d'entrée et un réseau profond, c'est un réseau à plusieurs couches. Donc vous allez avoir vos données originales, elles sont blanchies. Vous allez les passer par la première couche et là, vous allez avoir, en gros, vos données vont avoir été transformées. Vous n'avez pas de garantie que vos données transformées soient à nouveau blanchies. Donc on va faire un algorithme qui va blanchir les données à chaque niveau de transformation. Même chose, c'est une manière efficace de reconditionner. Donc cet algorithme s'appelle batch norm. Et vous voulez voir, c'est assez récent, ça date de 2015. Donc batch norm fait du blanchiment de données à chacune des couches. Et la troisième méthode, qui est absolument pas nouvelle et qui marche incroyablement bien, c'est d'utiliser de la mémoire. C'est-à-dire que si vous calculez le gradient sur un point, en revanche, vous avez calculé le gradient sur plein d'autres points avant. Et potentiellement, les gradients que vous avez calculés sur d'autres points, ils restent pas trop mauvais.
Et donc, ce que vous allez, plutôt que de vous déplacer dans la direction du dernier point, vous allez vous déplacer dans une direction qui va être une moyenne de tous les derniers points que vous avez vus. D'accord? Qu'est-ce que ça va faire? D'une part, ça va réduire le pas de gradient dans les directions courbées. Parce que dans les directions très courbées, vous n'allez pas arrêter de faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et donc la moyenne va être assez proche de 0, et donc le pas de gradient va être assez faible. Dans les directions plates, vous allez tout le temps dans la même direction, et donc le pas de gradient va être plus élevé. Donc ça gère le conditionnement. Il y avait une question sur le bruit, ça limite le bruit. Par définition, quand tous les gradients vont dans la même direction, on va vite. Quand tous les gradients sont en désaccord, on commence à aller lentement. Donc cette méthode-là, ça s'appelle le momentum. Voilà, la référence que je vous donnais, c'est Nesterov 83, mais je pense que ça existait avant. Bon, j'ai plus de temps, donc je passe rapidement sur l'algorithme, mais c'est très très simple. Plutôt que de faire la mise à jour des paramètres θ qui dépendent du gradient, on va garder un terme de vélocité. Donc le parallèle qui est souvent fait, c'est avec une boule qui roule, et à chaque fois qu'on voit un gradient, on applique une force à cette boule, mais elle garde la vitesse des poussées précédentes. Donc on commence avec une vélocité nulle. À chaque fois qu'on a un nouveau pas de gradient, on dit que la nouvelle vélocité, c'est égal à l'ancienne vélocité fois un petit terme de décroissance plus le nouveau gradient, et on bouge de ce terme-là. C'est une méthode extrêmement simple, c'est 3 lignes de code, et ça marche incroyablement bien. Voilà, dernier commentaire, le but de l'apprentissage, c'est de bien généraliser. Il se trouve que l'optimiseur a un impact sur la généralisation. On s'est rendu compte que selon l'optimiseur et selon les minima locaux qu'on trouvait, il y avait des minima locaux qui généralisaient mieux que d'autres. On ne comprend pas encore bien pourquoi. La majorité des papiers sur le sujet datent du début de l'année. Robustesse, je vous l'ai déjà mentionné, c'est vraiment un point essentiel. Ne choisissez pas un algorithme juste sur la vitesse, mais aussi sur sa robustesse. Et voilà, donc j'ai plus de temps. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vais